Nota sobre a nota básica, né? Nota sobre a ciência. Teve gente que falou assim, por ano de contratar ao vírgula 41 anos, esse currículo que vai ser impresso, vírgula 41. Oui, oui. Bom dia. Bonjour. Gilberto Mendes. Paulo. Tudo bem? Salve, salve. Tudo bem? Vou tentar traduzir para que, né, haja entendimento geral. Nous avons les grands plaisirs d'avoir D'être enfermé, la salle d'accompagnement n'est pas nécessaire. Nous avons alors le plaisir d'avoir l'honneur de la présence de Blaise ici, au studio Panorama. Ce sont des compositeurs invités, des élèves sélectionnés aussi. Et tout informellement pour parler sur la musique, sur les idées, sur les perspectives. Je vais peut-être, tout falando, né? Temos o prazer de recebê-lo aqui. Des questions, Está no REC já? Sim. Et alors, on peut faire des questions, questões que vocês quiserem colocar, talvez eu anote aqui a hora, para que haja um rendimento. A experiência que ele teve onde ele tocou. Em Buenos Aires. A experiência de conhecer também. Il voudrait savoir ses voyages avant São Paulo, comment était Buenos Aires. Et Santiago, tout à fait surprenant, je veux dire. Tout à fait surprenant parce que d'abord on a eu un public très très nombreux, vraiment des salles pleines. Ce qui au théâtre Colombe c'est grand, 3000 places à peu près, deux fois. Et alors un accueil absolument complètement surprenant d'intérêt, de chaleur, d'enthousiasme. Diz que foi formidável, que houve no Teatro Colônia, onde tem 3.000 lugares, estava o teatro cheio, né? E que foi uma acolhida muito surpreendente com relação ao que eles fizeram. Né? Era bom saber da experiência dele com relação à música brasileira e latino-americana, sobretudo em razão do ritmo e da tímbrica. Certo. Par rapport à votre expérience avec la musique latine ou même brésilienne, du point de vue de la rythmique. Oui, et du timbre, couleur. Je n'ai pas beaucoup d'expérience de ce côté-là, parce que les œuvres sont pratiquement pas jouées. On n'a pas beaucoup de communication entre les pays, malheureusement. C'est ce que je constate toujours, c'est que à une période où il y a beaucoup de facilité de communication, chacun reste dans son pays et il n'y a pas beaucoup d'informations qui est échangées la plupart du temps. Très rarement, ou par des institutions qui sont très très limitées, ou alors des institutions très conventionnelles. C'est-à-dire, bon, il y a par exemple certainement une maison du Brésil à Paris, et je reçois de temps en temps des concerts, mais bon, alors il y a Beethoven, Mozart, je n'ai rien contre, et puis tout d'un coup un compositeur complètement inconnu qui est mis là comme otage, si je peux dire, et puis fini, quoi. Bom, ele disse que ele tem pouco contato, né, com relação a isso, porque existe, apesar da nossa época moderna, existe um isolamento ainda muito grande e uma falta de comunicação entre os países, né? As instituições ainda se mantêm de uma certa maneira fechadas a esse tipo de intercâmbio e que c'est difficile de traduire tudo. Não, acho que em geral foi isso. Tem uma outra pergunta, eu faço em português. A última vez que nós nos encontramos, la dernière fois que nous avons parlé, vous avez mentionné un nouveau livre sur les fragments. Vous avez terminé
Sur un nouveau livre. Fragments, on the notion of fragments, you were giving lectures. Ah, oui, j'ai donné lecture, oui, c'est au Collège de France, quand j'étais professeur au Collège de France encore il y a un an. Le dernier cours, la dernière année a été sur la notion de fragment, oui. Mais c'est pas encore publié. Ah. Oui, c'est Jean-Jacques Natier qui se charge de ça. Mais il est prêt dans 1 ou 2 ans, oui, certainement, parce que ça dépend du travail c'est pas le mien, c'est le travail de Natier, maintenant il révise tout, etc. Voilà. O Nestor perguntou sobre projeto de livro que o Boulez tem novo, né, sobre fragmentos, né? L'œuvre en tant que fragment. Oui. E isso está sendo feito pelo Jean-Jacques Natier, que é musicólogo canadense de origem francesa, que trabalha a parte teórica, edição teórica dos trabalhos do Boulez, né? Oui, ce qui m'intéressait, et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème, c'est que l'œuvre peut être le fragment d'un grand tout, en général, pas seulement des pièces isolées, mais que les œuvres peuvent donc, dans une trajectoire, peuvent se correspondre, et donc qu'elles sont seulement un fragment. Alors elles peuvent être considérées comme un fragment ou comme une partie d'un tout, simplement. Et c'est ça là-dessus que j'ai fait le cours. Dans l'idée, dans un work in progress. Oui, c'est ça, oui. Ele deu ênfase a essa questão do fragmento justamente porque ele acredita que a obra é em si fragmento que se correlaciona com a vida dela em outras épocas, né? Na noção do work in progress do Joyce. L'œuvre non finie, exprès, non finie, considérée comme non finie. Da obra não acabada, considerada como não acabada, considerada como sendo suscetível da continuação. Moi-même j'ai une question par rapport à la technologie. Quelle est la place de la composition assistée par ordinateur dans votre œuvre? On sait qu'à l'IRCAM, il y a une tendance de la structuration à travers l'ordinateur, etc., même pour la musique instrumentale. Peut-être que vous pouvez retirar la question. Eu coloco para ele agora uma questão com relação à tecnologia, que é qual o lugar que tem para o Boulez a composição assistida por computador, que é essa subcategoria da música eletroacústica em geral, que o IRCAM desenvolve bastante. Como é que ele vê isso na música? Alors, il y a deux choses dans la question. Parce qu'avec l'ordinateur, on peut faire deux choses principales, enfin faire beaucoup, mais je veux dire, dans cet ordre d'idées, dans la composition assistée par ordinateur, il y a deux pôles. Il y a le pôle de préparation du matériau. N'est-ce pas? Ça, c'est un des pôles. L'autre pôle, c'est l'extension des structures, c'est-à-dire l'automatisation des structures. Voilà, ce sont les deux pôles principaux pour moi. Existem dois polos de composição, é a preparação do material e o outro é a extensão das estruturas. Voilà, la préparation du matériau, ça peut être très important parce que si vous avez par exemple, disons, Dalbavi fait ça aussi, vous connaissez Dalbavi, le compositeur. Dalbavi. Oui. Non, c'est un compositeur de 35 ans qui a travaillé là-dessus spécialement. Et moi je suis tout à fait en accord avec ces idées. C'est par exemple si vous voulez passer d'un accord A, par exemple, vertical comme ça, à un objet vertical B, qui ont par exemple 6 composantes ou 7 composantes, peu importe, pas un objet comme ça. Vous pouvez passer de l'un à l'autre progressivement et vous établissez la trajectoire de par exemple A1, A, B1, A2, B2, etc. Et vous pouvez analyser avec le temps toutes les transformations de l'accord qui mènent de l'objet A jusqu'à l'objet B. Et donc, les solutions vous sont données complètement par l'ordinateur qui fait le calcul pour vous. Vous n'êtes pas obligé de tout avoir, mais vous pouvez faire le calcul, par exemple, de transition d'un objet A à un objet B. Por exemplo, ele citou um compositor de 35 anos, Dalbavi, Dalbavi, que trabalha sobre esse aspecto, e dá um exemplo de cálculo de estruturas através do computador, onde você tem um acorde, por exemplo, 6 ou 7 notas, e um outro, onde de vez de o compositor calcular, o computador pode fazer essa interpolação entre os dois aglomerados e facilitar le travail du compositeur. Ou alors si par exemple vous avez une séquence que vous voulez varier et que vous voulez varier avec des critères donnés, vous pouvez calculer aussi toutes les séquences possibles qui découleront de la première suivant les lois que vous leur donnez. C'est-à-dire que vous faites des déductions qui sont des déductions, disons, comment on appelle ça déjà, le contraire de hasardeux, c'est-à-dire des prédéterminés, c'est ça.
des dérivés comme ça qu'on peut calculer à l'avance et qui vous fournissent un matériau global qui peut servir à quelque chose. Ça, c'est disons, la préparation du matériau. Si je peux dire. Então, essa fase é de preparação do material, onde o compositor pode, inclusive, estipular qual é o caminho a ser feito por esses diversos pontos entre esses dois acordes. Né? A partir de determinadas leis pré-determinadas, e que seria, então, o contrário de uma operação ao acaso. Seria uma coisa determinada pelo computador, que o computador faz, então, Ça peut être aussi ça peut s'appliquer à la synthèse sonore. La synthèse sonore qui est, on prépare le matériau, on prépare des tas de matériaux par exemple avec des caractéristiques données qu'on fait évoluer par exemple d'un spectre à un autre par exemple. C'est-à-dire que ça s'applique aussi aux matériaux même, pas seulement disons un matériau élaboré du point de vue de la pensée, mais un matériau qui est élaboré du point de vue de la fabrication même. E esse processo pode ser usado para os processos de síntese mesmo, né? De síntese sonora e não do ponto de vista do som ali como ele está, mas da produção mesmo do som a partir dessas leis, né? Et alors, ça s'étend, n'est-ce pas, à la deuxième partie. Ce que j'ai dit, c'est par exemple les structures des périodicités automatiques, par exemple. Moi, j'ai fait ça dans Répond en particulier à un moment donné, et il y a par exemple des périodicités périodicité une de rythme, une de hauteur, une de dynamique, une de timbre, etc. Et ces périodicités ne coïncident pas, n'est-ce pas? Et on les laisse travailler toutes seules, pratiquement. Et donc c'est un geste automatique, mais qui se renouvelle et qu'on n'a pas besoin d'écouter de A à Z, parce qu'elles ne sont pas faites pour être écoutées dans la succession, mais elles sont faites comme fond sonore. C'est-à-dire qu'il y a, disons, toute une succession qui peut être complètement aléatoire même. Je compare ça comme comparaison si on voit des nuages. On regarde les nuages, bon, très bien, c'est une forme de nuages par exemple, qui sont des cumulus, je ne sais pas. Et vous regardez les nuages pendant une minute, bon, vous ne pouvez pas regarder ça toute votre vie, vous faites autre chose, et puis vous regardez, la disposition est différente, mais la catégorie est la même. Et donc, la mise en place est différente aussi. Donc, si vous ne regardez pas, ça change quand même, mais la structure de base reste la même. É um pouco difícil de detalhar. Ele estava falando do Répond, né, da elaboração do Répond, onde ele trabalhou com le concept, c'est des périodicités. Et des périodicités qui se superposent. Qui se superposent. Des périodicités inégales surtout, qui ne sont pas la même chose. Que ele trabalhou por camadas de periodicidades sobrepostas e iniguais, né? Uma sobre o fator rítmico, outra sobre o fator de durações, de ré, etc. Que é um processo de uma certa automação, mas que não é necessário se ouvir de A a Z, e sim entender isso como uma globalidade, e aí fez a comparação com o olhar à nuvem, que a gente olha, cada vez que a gente olha, a nuvem está diferente, mas é uma mesma categoria, né? Et alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre en rapport ces structures automatiques avec des structures qui sont dirigées, qui sont gestuelles. C'est-à-dire, par exemple, vous écrivez pour un instrument où l'instrumentiste joue une chose qui est très déterminée et qui est, disons, complètement enfermée dans un geste, n'est-ce pas, où le geste est tout à fait volontaire, alors que l'autre n'est pas du tout un geste volontaire. Et ce qui est intéressant, c'est de faire ça en contraste. Et même de faire que la structure disons, aléatoire, soit appelée par la structure du geste. Par exemple, pour les seuils dynamiques, c'est ce que j'ai fait dans Répond. Vous avez ce background qui continue toujours, même si vous n'entendez pas, les périodicités fonctionnent toujours. Mais quand, par exemple, un instrument joue fort, là ça apparaît. Et puis s'il joue moins fort, ça disparaît, mais ça continue toujours. Et donc quand ça se paraît, la réapparition, c'est pas du tout la même chose, ça peut évoluer, et puis ça disparaît de nouveau, etc. C'est-à-dire qu'il y a disons, la combinaison entre quelque chose qui est gestuel et qui fait apparaître quelque chose qui n'est pas gestuel. Então ele diz que a coisa interessante para ele é de relacionar a coisa bolada pelo computador, que demonstra um certo automatismo e, portanto, uma não gestualidade, com a gestualidade instrumental.
onde então interagem aí leis de escritura instrumental, né? Ma traduction est libre, parce qu'il faut se rappeler, me rappeler do contexto. Então, onde existe uma gestualidade que se contrasta com as estruturas automatizadas e calculadas anteriormente por computador, né? E ele dá o exemplo então no Repon, onde existem questões de dinâmica, né? de sobressalência de determinados elementos, que é já fruto exatamente desse conflito entre o gesto instrumental, que é uma coisa escrita e concebida ali para o instrumento, e as estruturas calculadas por computador. Isso seria a mesma coisa que tem nas estruturas, decisão e indeterminação? Est-ce qu'il serait la même chose dans les cas des structures aux années 50, de la dichotomie entre la décision et la liberté du compositeur face à la... Oui. C'est-à-dire que là, je vais reprendre ma comparaison des nuages. C'est comme si, quand si vous êtes dans la montagne par exemple, et que tout d'un coup vous allumez une lampe très forte, vous voyez les nuages, vous éteignez la lampe, vous ne les voyez plus. Et c'est le geste délibéré, alors qui est vraiment un geste déterministe, qui fait apparaître une structure non déterministe. Voilà, c'est le contraste. Ele diz que é a mesma coisa, ele diz que o gesto que é determinista faz aparecer algo que não é determinista, que contrasta com a determinação, no caso dessas outras estruturas que ele comentou antes. Mais même si elle n'apparaît pas parce qu'il n'y a pas de geste déterministe, elle continue quand même à travailler. C'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas et puis on la reprend. Non, c'est quelque chose de continu, qu'on éclaire brusquement, et puis ça continue, on éclaire de nouveau, etc. E que isso continua a articular a obra a partir de determinadas emergências desse gesto, do gesto instrumental. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir la conception assistée par ordinateur, la composition assistée par ordinateur, justement pour toutes ces choses-là, qui réclament soit beaucoup de calculs, soit des calculs non déterministes. Ok. E nesse sentido, a composição assistida por computador é extremamente interessante para que haja exatamente o cumprimento dessas tarefas, seja soit la détermination, le calcul déterminé de certaines fonctions, soit le calcul indéterminé d'autres fonctions qui sont en liberté. Ok, seja no cálculo determinado de algumas funções, seja no cálculo indeterminado de gestualidades, etc. Questões? Como é que ele está vendo o Brasil depois de 40 anos? Comment est-ce que São Paulo, vous voyez São Paulo après 40 ans? Je suis arrivé hier après-midi. C'est très difficile de juger d'une ville Chegou ao meio-dia ontem. en 2 heures. Difícil de 2 horas de entender a cidade. Ce que j'ai vu, c'est par avion. Quand on arrive par avion, c'est immense. E o que ele pode dizer atualmente é que ele viu por avião e ele está imenso. Et donc c'est beaucoup plus grand qu'il y a 40 ans. Mais plus que ça, je ne peux pas dire. E mais que isso eu não pode dizer por enquanto, está há pouco tempo aqui. Né? Eu teria uma questão. O Luciano Berio, numa entrevista, fala que o senhor, no que se refere à música eletroacústica, tende a esquecer um pouco as realizações dele e do Stockhausen. E nessa mesma entrevista, nesse mesmo assunto, ele considera assim, que as grandes realizações de peças eletroacústicas são feitas por compositores jovens, dito nas palavras do Berio, sem passado. Quero saber o que ele acha dessa opinião do Berio. Você fala eletroacústica pura, para tape solo. Il se rapporte à l'entretien avec Rossana Dalmonte de Berio. O Berio dit que vous auriez la tendance à mépriser un peu les réalisations pour bande seule, même les réalisations historiques. Comment est-ce que vous voyez Je ne les méprise pas, j'ai pas de raison de les mépriser vraiment, mais je trouve que c'est très incomplet. C'est-à-dire, ou alors qu'on ne les voit pas, qu'on ne les entend pas comme on devrait les entendre. Ce que j'ai toujours trouvé de terrible, c'est ces concerts de musique électroacoustique où un public qui est dirigé, donc il y a assis en face, comme ça, en face de haut-parleurs. Alors, on a beau faire, on éteint la lumière, on met peut-être comme ça, ça ne remplace pas, on regarde quelque chose où il n'y a pas de geste. La différence entre une musique qui passe par des haut-parleurs et une musique qui est jouée, c'est pas seulement la question du rapport visuel, qui en effet est tout de même très important,
C'est la question du fait, et je le répète là, que l'interprète, une musique interprétée est une musique gestuelle. Une musique qui passe par haut-parleur est une musique absolument non gestuelle. Donc il y a toujours ce malentendu de passer des bandes dans un univers gestuel alors que la bande elle-même est un univers non gestuel. Alors moi je trouve, ce que j'ai fait quand j'étais à l'IRCAM par exemple, certaines fois, c'est qu'on a donné un concert de bande, mais comme on fait une exposition de peinture. C'est-à-dire, oui, on entre dans un espace qui est éclairé d'une certaine façon, mais en effet, mais les gens peuvent se promener, s'asseoir dans un coin, attendre, sortir, rentrer. Il faut pour ça des conditions acoustiques, que le plancher soit insonorisé, bien sûr. Il faut certaines conditions. Mais là, je comprends qu'on projette des œuvres, disons, qui sont purement non instrumentales. Autrement, je trouve que, et je l'ai dit, c'est pour ça que je l'ai dit une fois, ça me rappelle les cérémonies funèbres quand on est dans les crématoriums, pendant que le corps brûle, on entend une musique comme ça, et c'est abominable. Parce que c'est une situation qui est complètement fausse. Bom, ele diz que bastante coisa. Ele diz que acredita que existe grande problema entre a gestualidade, quer dizer, na ausência da gestualidade instrumental. E que ele acha que a música para fita é uma música essencialmente não gestual. E que ele sempre viu como um problema a ausência dos instrumentos, do fator visual, quando o público está lá sentado, dirigido visualmente para ver alguma coisa e que não tem. Então pode-se apagar as luzes, pode-se iluminar um alto-falante de uma maneira especial, etc. Mas existe essa falta, que é a relação do gesto sendo feito ali na hora. E aí ele faz uma metáfora com um crematório, né, onde as pessoas aguardam o corpo sendo cremado ouvindo alguma música, quer dizer, não existe nada que se compense a questão da visualidade do gesto. Eu tenho primeiro eu não entendi por que a música instrumental não tem a música eletroacústica não tem esse gesto. Aí ele mesmo falou de pintura, comparou alguma coisa com pintura. Você vai num quadro, por exemplo, onde um pintor que tenha um gestual forte seja algo que seja sobressalente. Apesar de você não estar vendo ele fazer o gesto, a força do gesto está presente ali, já fixada, e pode 3 meses depois o gesto está lá, 2 anos, 100 anos. E por que ele não vê esse gesto na música, só porque você não vê o instrumentista, ou se ele vê o gesto tão ligado? Complementando só, com licença, eu acho que esse gesto pode estar presente na própria captação dos sons que você vai usar no tape. Você pode captar todos esses sons mantendo um gesto musical, um gesto artístico nessa banda. Nessa fita. Ils objectent dans quelle mesure on ne peut pas voir ou entendre des gestes sur la captation même des sons et la structuration même des sons dans la bande. Comme dans la peinture, par exemple, on voit la peinture, on sait qu'il y a un geste qui a concrétisé cette image. Oui, mais la peinture est quelque chose d'immobile. Et n'est pas quelque chose de mobile comme la musique. La musique est un art du temps. La peinture est un art de l'espace. C'est-à-dire qu'il est pris complètement, il est perçu d'une façon complètement différente. À tel point que, par exemple, des gens qui regardent un tableau et qui ne l'aiment pas, n'est-ce pas, qui n'aiment pas un tableau, regardent 3 secondes, ils ont absorbé vraiment une généralité du tableau naturellement, et ils s'en vont. Si vous êtes face à une pièce de musique et que vous êtes dans un auditoire, vous êtes là pour 20 minutes ou un quart d'heure, et pour savoir ce que dit l'œuvre, vous êtes obligé de suivre son déroulement temporel. Donc il y a une différence entre la perception de l'espace et la perception du temps. Existe uma diferença entre a percepção do espaço e a percepção do tempo. Na pintura, a arte é essencialmente espacial, enquanto que na música é uma arte temporal. E a pessoa que não se identifica com aquele quadro, ao ver, ele pode olhar aquele quadro, abstrair o desenho geral do quadro e sair. Enquanto que em música você senta um tempo para viver o tempo da obra e aí ele sente essa diferença. Mas o gesto existe nas duas, né? Ele está dizendo que existe essa diferença. Para ele, a questão do tempo implica na produção do gesto. Et en plus de ça, le geste musical qui n'est pas donné visuellement est un geste qui est individuel. Regardez, quand vous écoutez des disques, vous n'allez pas mettre un disque devant 300 personnes, sauf pour donner un exemple peut-être. Mais si vous faites entendre une symphonie de Mahler avec un disque avec des haut-parleurs,
il va y avoir une gêne, parce que vous regardez quelque chose qui ne bouge pas. Et donc, au contraire, vous pouvez très bien entendre une symphonie de Mahler ou même un opéra de Wagner chez vous, seul, sur un haut-parleur, parce que là, le rapport est purement individuel. Et vous imaginez en effet le geste, vous reconstituez les gestes, n'est-ce pas? Mais en plus de ça, pour une musique qui a déjà eu, qui a disons, un substrat gestuel, vous reconstituez vous-même tout ça. Mais qu'est-ce que vous faites dans une musique, par exemple, électronique? Oui, il y a des gestes de compositeur, évidemment, mais ce sont des gestes qui vous touchent mentalement. Ils ne vous touchent pas visuellement. Et donc, s'il y a un rapport mental, c'est individuel. Et c'est pour ça que quand j'ai présenté moi des musiques comme ça, j'ai toujours présenté que les gens se sentent des individus. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir leur trajectoire propre et leur rapport individuel. Ça, c'est capital. Muito interessante. Ele falou que a questão da relação do gesto numa peça para fita, por exemplo, ela está embutida de um... Lógico que existe o gesto, mas é uma apreensão gestual mental. Portanto, é uma apreensão essencialmente individual. Né? Não é coletiva. É a mesma, ele deu o exemplo de um disco. Você põe um disco em casa, você ouve, tem uma relação direta com o que você está ouvindo. Mas se você puser o mesmo disco tocando Mahler para 3.000 pessoas, todo mundo vai se entediar. Porque necessita do coletivo de uma apreensão gestual, talvez visual, né? Enquanto que a apreensão gestual mental é individual. Nesse sentido, ele diz que quando ele propõe a execução de obras para tape solo, que haja então uma situação onde o ouvinte se situe enquanto indivíduo. Por exemplo, andando livremente, tendo a sua experiência individual, não se colocando no ponto de vista de uma coletividade, esperando ver alguma coisa que não está presente. Já que estamos falando de gesto musical e gesto real, cênico, a pergunta é sobre a ópera planejada por tanto tempo. Se aí não seria o ponto onde essas duas áreas podem se comunicar. If I can put my question in English, since we're talking about musical gesture and real scenic gesture, my question is simply about the opera, talked about for so long, whether there are any concrete plans for the composition. Non, des plans concrets, il y en a eu malheureusement. Mes collaborateurs sont tous morts les uns après les autres. Planos existiram, mas os colaboradores todos morreram. Oui, Jean Genet, avec qui j'ai travaillé, est mort avant vraiment de réaliser quelque chose. Après, j'ai eu Coltès, qui est mort aussi. Et quoique les plans n'étaient pas avancés, mais on a commencé à parler. Et le troisième, c'est Heiner Müller. Et on avait discuté aussi très sérieusement. Il devait me livrer un texte au début de cette année, en janvier, février, et il est mort en décembre. Et il ne reste pas suffisamment dans les papiers de quoi travailler. Donc il faut que je trouve quelqu'un d'autre. Et j'espère qu'il ne sera pas effrayé. Ele está dizendo que ele tem projetos operísticos, mas que infelizmente todos aqueles que se propuseram a colaborar morreram. Inclusive o último, Heiner Müller, que deveria dar o livreto até janeiro, morreu em dezembro. E que ele espera ainda achar alguém que não tenha um preconceito contra a morte ainda. Non, parce que bien sûr, comme j'ai dirigé au théâtre, et j'ai vu aussi, dans ma jeunesse justement, j'ai travaillé au théâtre avec des acteurs. Donc j'ai beaucoup d'idées en particulier, non seulement sur la relation de la musique et du texte, mais sur la mise en scène, sur le lieu scénique même, et sur la façon d'occuper le lieu scénique. C'est une chose, je trouve, on n'a pas beaucoup réfléchi là-dessus, parce que les maisons d'opéra sont très contraignantes. On a toujours le rapport fausse-scène. Alors qu'à mon avis, les rapports scéniques dans le théâtre, par exemple, dans le théâtre parlé, ont été révisés beaucoup. Les metteurs en scène du type Cherous, du type Stein, ont vraiment repensé même le lieu théâtral. Tandis que le lieu théâtral musical, ça a été très peu repensé, ou alors on a mis de côté, ce qui n'est pas bon non plus. Il faut essayer de repenser le lieu musical complètement, et surtout d'intégrer, à mon avis, premièrement les nouvelles techniques, c'est-à-dire la technologie qui sert à la musique, la technologie sur la voix en particulier qu'on a très peu utilisée, transformation vocale, et transformation instrumentale aussi bien sûr, et tout ce qui peut justement
inciter à cette technologie, même du point de vue visuel, c'est-à-dire les masques, les marionnettes, etc. Les marionnettes, je n'entends pas comme les marionnettes en général, mais comme le bunraku japonais, c'est-à-dire quand l'illusion est très forte et qu'on ne sait plus exactement qui manipule qui. Donc il y a vraiment tout un théâtre au point de vue de la conception qui m'intéresse beaucoup, et c'est pour ça que j'aimerais faire une équipe entre metteur en scène, comme je connais pas mal de metteurs en scène, entre metteur en scène, écrivain et musicien, dès le départ. Et non pas livrer une œuvre qui est livrée à un metteur en scène après. Mais il faut repenser le lieu même. Do teatro. Bom, bastante informação, provavelmente vou perder no meio disso, mas ele falou que existe uma coisa que o teatro em si repensou o espaço, mas o teatro musical não. Então, para ele é problemático da forma como se organizam os teatros com a relação da orquestra e do palco na encenação operística, por exemplo. Não houve que existe uma necessidade de repensar o espaço do teatro, né, para a música contemporânea. E ele acha também que o trabalho deve ser feito igualmente por todas as contrapartidas operísticas, no caso o músico, o libretista, o cenógrafo, etc. No sentido de uma obra totalizante, para que a criação seja igualitária nos níveis diferentes. Deu exemplo de como a coisa não está sendo evoluída no sentido de se repensar num uso de máscaras diferentes, né, e etc. Et on ne peut pas faire, ce qui est très difficile, c'est plus difficile qu'au théâtre parlé, parce qu'il y a des conditions acoustiques qui sont beaucoup plus difficiles. Je me souviens, j'ai vu à Paris une mise en scène de Mussorgsky et Boris Godunov. Et c'était Joseph Losey, le metteur en scène de film. Et il voulait absolument qu'on ait la tragédie de Pushkin, plus enfin pas plus, mais au moins autant que la musique de Mussorgsky. Évidemment, il avait fait couvrir la fosse d'orchestre, les chanteurs chantaient tout à fait devant, donc, et l'orchestre était au fond, comme sous une espèce de kiosque à musique dans une ville d'eau. Et il est évident que quand les chanteurs étaient là, on les entendait beaucoup, même presque trop, et l'orchestre était déjà lointain. Et quand il y avait les chœurs devant, alors on entendait les chœurs uniquement, et l'orchestre était complètement impossible à entendre. Donc on voit que le rapport fosse-scène n'est pas un rapport à négliger, c'est un rapport très important au point de vue acoustique. Mais encore faut-il pouvoir le manipuler, peut-être avoir cela comme général, mais avoir d'autres rapports. C'est pour ça que les problèmes sont difficiles. Ele diz que os problemas são muito mais difíceis para resolver do ponto de vista musical do que do ponto de vista do teatro normal, né, porque existe essa relação acústica que prejudica muito. Deu o exemplo de uma encenação do Boris Godunov, onde existiu em Paris uma tentativa de se reverter essa situação colocando a orquestra no fundo, e que no momento onde o coro cantava a gente não ouvia a orquestra. Então causava problemas nesse sentido, e que a coisa ainda não é resolvida nesse sentido, né, de uma nova relação teatral mesmo para a realização operística. Il faut une relation théâtrale acoustique aussi. É preciso que haja uma relação teatral e acústica também, né? En changeant un peu l'approche de la conversation, comment est-ce que vous voyez les tendances de la haute complexité? Vous avez toujours fait une musique très complexe, Stockhausen, Pousser, Berio, sont les musiciens de la complexité. Et maintenant nous avons le Ferneyhough qui fait des choses très complexes. Hyper. Comment est-ce que vous voyez la production de la haute complexité à la Ferneyhough? Eu estou colocando para ele a questão da complexidade, né? Acho que todos entenderam. Que ele sempre fez uma música extremamente complexa, né? A geração pós-weberiana toda, Stockhausen, Pousser, Berio, Bourès, né? E de repente vem uma figura como o Brian Ferneyhough que faz o extremo da complexidade. Como é que o Boulez fez isso? Alors il y a toujours, on dit toujours, oui, et on fait toujours des progrès et on va arriver à dominer les difficultés qui peuvent paraître excessives maintenant, et on va arriver à interpréter les choses qui sont très très complexes. Mais moi j'ai... Pardon? Peut-être je traduis pas. Oui, d'accord. Ele diz que sempre existiu essa crença de que a gente vai chegar
a resolver os problemas técnicos que aparecem. Aparece uma coisa muito difícil que em pouco tempo vai ser vencida pelo intérprete. Mais moi, j'ai été toujours assez réaliste. E ele sempre foi muito realista. Parce que je pense que il faut qu'on puisse dominer et percevoir ce qu'on écrit. Ele acredita que é preciso dominar aquilo e perceber aquilo que a gente escreve. Et mon évolution a toujours été de ne pas abandonner une certaine complexité disons, d'écriture, mais toujours réalisable. Ou seja, jamais abandonar uma certa complexidade de escritura, mas sempre no domínio do realizável. Alors, je suis bien placé pour parler de l'expérience Canerhau, parce que j'ai dirigé des œuvres de lui, et j'ai enregistré même une œuvre de lui, pour cordes et Cartieri d'Invenzione. Et je vois très bien comment les musiciens réagissent. Ele se sente à vontade de falar da música Fernand, porque ele inclusive regiu uma peça e ele sabe muito bem como os músicos reagem a esse tipo de postura. Ils réagissent en fonction de l'impossibilité de penser les choses. Eles reagem de acordo com a impossibilidade de pensar as coisas. Ça du reste, ça remonte à Stockhausen aux premières Klavierstücke, les filles Klavierstücke des premières séries. Isso também é aplicável às 4 primeiras peças do Klavierstücke do Stockhausen, da fase pontual. Et je me souviens, j'ai montré à Stockhausen comment faire. Parce que dans la musique, je parle du point de vue rythmique maintenant. C'est parce que c'est du point de vue rythmique que les choses sont plus complexes. Vous avez par exemple 7 pour 5. Você tem, por exemplo, 7 por 5. Do ponto de vista rítmico, ele vai abordar do ponto de vista rítmico, porque do ponto de vista rítmico que se dão as maiores dificuldades. Alors, à l'intérieur de ce 7, vous avez, disons, 5 pour 4, et comme il reste 3 encore, alors on met 7 pour 3. Il est évident qu'on ne peut pas penser 2 réseaux, disons, de rapports de ce type. C'est impossible. Parce qu'on ne peut penser qu'une relation. A gente não pode pensar mais que uma relação dessas irregularidades. Então, quando você tem 7 por 5 e dentro 7 por 4 e ainda sobram 3, 5 por 4, você tem uma relação de dificuldade pour les musiciens. C'est impossible, mais c'est même impossible. Vous essayez, mais c'est impossible. Parce que vous faites une relation 7 pour 5. Et après ça, vous ne pouvez plus faire. Donc, la solution, une solution qui est très simple, elle n'est pas plus précise, mais elle est possible. Parce que dans la conception des valeurs rythmiques, il y a la quantité, qui est donc cette quantité de relation, 7 pour 5 par exemple, et vous avez une relation de vitesse. C'est-à-dire que 7 pour 5, ça signifie que par rapport à une vitesse précédente, vous êtes plus vite. Vous calculez le tempo qui correspond à cette vitesse de déroulement de 7 par rapport aux 5 précédents. Et quand vous changez de vitesse, là c'est possible d'avoir la relation inférieure. Donc, il faut avoir 2 relations, mais une relation de vitesse et une relation de quantité. É preciso que se atente para a questão da velocidade e da duração. Quer dizer, da quantidade do valor e a sua relação de velocidade com o que, de andamento, né, com o que está vindo anteriormente. Então, na medida em que haja uma consciência desses 2 procedimentos, ele vê como possível. Vous voyez alors comme possible. Oui, parce que si on donne un métronome, c'est possible, c'est pas possible. Parce que plus on va dans ce genre de choses, plus vous allez dans l'approximation. Par exemple, si vous avez 5 à 7, bon, vous avez par exemple un tempo qui est, disons, je mets 80. Bon, 80. Alors, le 7 à 5, vous faites le rapport, ça va vous donner par exemple un métronome de 112,5. Bon, 112,5, vous ne faites pas. C'est impossible de faire. Estou entendendo, né? Pegou 80 na medida, dividiu, vai dar 112,5, quer dizer, Il y a une anecdote célèbre que j'ai vécue, enfin célèbre pour moi. C'était quand on a joué pour la première fois les groupes de Stockhausen. Ele vai contar uma anedota quando ele jouou pela primeira vez Gruppen de Stockhausen. C'était Stockhausen, donc Maderna et moi. Et un jour, parce que vous vous rappelez, si vous vous rappelez la partition, il y a une échelle de tempo, alors justement 80, 112,5, 167,2, etc. Et Stockhausen était plus ou moins
en désagrément avec Maderna qui n'était pas, selon ses dires, assez précis. Et il fait remarquer qu'à un moment donné, il y a 82,5. Alors Maderna lui répond, ah, tu veux aussi le virgule 5. C'était tout à fait la réponse à faire. Ele está contando que o Stockhausen não estava muito satisfeito com a precisão, com a falta de precisão do Maderna, porque era 62,5. E aí ele pediu ao Maderna fazer o... Maderna dit... Tu veux aussi le virgule 5. Você quer também o vírgula 5, então? O Maderna respondeu. Então ele Stockhausen. Qu'est-ce qu'il a dit Stockhausen après cette... Il a ri quand même. Mais c'est pour ça que je pense que les musiciens, quand ils ont quelque chose d'impossible, ils font leur calcul à peu près, n'est-ce pas? Et alors on arrive à ça, dans des choses très compliquées, on dit un peu après 1, un peu avant 3, là à peu près au milieu, etc. Si bien qu'on a des approximations extrêmement grossières par rapport à des choses qui sont irréalisables. Ou seja, quando o músico se defronta com essa partitura, ele vai necessariamente aproximar. Né, e se vê de frente de coisas que são totalmente irrealizáveis, dependendo da... E essa aproximação não seria já satisfatória, em vista dessa impossibilidade? Porque levaria a uma espécie de micro-ritmia. Cette approximation serait alors satisfaisante pour rapport à ce niveau de complexité. Mais c'est pas une approximation. Un micro-rythme. Un micro donnant lieu à une micro-rythmique. Non, c'est une approximation qui est tellement grossière, qui est tellement simplement sous l'impulsion, après, avant, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun rapport, même de valeur. Il n'y a plus de rapport quantitatif, il y a un rapport approximatif, vaguement qualitatif. Ele acha que não, porque vai ser uma coisa onde vai ser vagamente qualitativa. Então vai ser meio no chute, uma coisa que vai ali, vai aqui e acaba o músico tendo uma certa... Et en plus de ça, nous avons fait l'expérience, avec ordinateur, ou calcul simplement, de calculer ces valeurs, tout à fait, par calcul simplement, et de voir la différence avec une approximation qu'on avait faite comme ça. Mais une approximation assez alors travaillée, c'est-à-dire écrite. Eh bien, ce sont des choses qui sont en dessous du seuil de la perception. C'est-à-dire que c'est en temps, en microsecondes, le nombre de microsecondes est impossible de percevoir. Donc, c'est pour ça que je suis très sceptique sur les valeurs elles-mêmes, parce que mathématiquement, du moins physiologiquement, elles sont en dessous du seuil de perception. Eles fizeram uma experiência em calcular valores de uma partitura desse tipo por computador e depois fazer uma aproximação também, comparar as duas e constataram que as diferenças estavam aquém dos limites de percepção. Esse tipo de exatidão que precisa uma partitura de alta complexidade, onde você tem exatamente, está aquém do limite mínimo de percepção, de distinção dos valores. Alors, comment? Alors, attends, je finis. Alors, quand je dis ça à Ferneyhough, je lui dis l'expérience, il dit oui, mais il y a une tension de l'interprète qui essaye de faire ce que je veux. Et je lui dis, vous me faites beaucoup d'illusions sur les musiciens. Quando ele falou ao Ferneyhough, o Ferneyhough pegou e falou, não, mas existe uma tensão do intérprete que me interessa. Aí o Boulez falou, não, você está bem iludido com relação aos músicos. Are there proportions that are quite difficult to conduct in bird whistles? Yes, they are very difficult. Oui, c'est les proportions de temps dans Bird Whistle. Elles sont difficiles, mais elles sont possibles. C'est-à-dire que c'est surtout une question de notation, quelquefois. Il aurait, parce que dans le Bird Whistle, dans la pièce qu'on va jouer demain, il y a tantôt, il y a des vitesses qui changent, qui se rapportent à la modulation métrique comme l'a utilisé Elliott Carter. O Nestor está perguntando em relação a Bird Whistle, uma das peças que vai ser tocada amanhã. Demain, Silver, yeah, oui. E ele está dizendo então que é diferente. Pardon, j'ai perdu la modulation métrique comme Elliott Carter. A modulação métrica como Elliott Carter faz. Et alors, de temps en temps, les changements sont, la battue reste la même, mais à l'intérieur de la battue, il y a plus de notes. Par exemple, une battue a fait 5 notes, ou moins de notes, ça dépend,
1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Vous voyez, la battue, quelquefois, quelquefois la battue alterne. Então a métrica continua a mesma, com variações de número de densidades de pulsos dentro dessa. Et d'autres fois, au contraire, c'est la petite pulsation qui reste la même, mais c'est la battue qui change. C'est-à-dire on a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E às vezes tem um caso contrário, onde a pulsação continua o mesmo, mas a fórmula do compasso muda. Então você tem uma variação de... Alors, pour les musiciens, et pour le chef aussi du reste, ce qui est difficile, c'est de savoir quand c'est la battue qui ne change pas, ou quand c'est la battue qui change, ou quand c'est l'unité qui ne change pas. Voyez-vous? Et ça il faut avoir une agilité de réaction très rapide. Par rapport aux mesures. Par rapport aux mesures, parce qu'en plus de ça, il a une notation chiffrée qui est épouvantable. Il met 5/16 multiplié par 4. Par exemple, ça fait 4 fois 5/16, c'est-à-dire qu'on bat une mesure à 4 temps, mais ce qui est important dans le geste du musicien, naturellement, c'est de savoir qu'on bat 4. C'est pas de savoir si c'est 5, d'abord. Parce que c'est ça qui est important. Si on bat 4, si on bat 3, si on bat 2, c'est ça qui va orienter le musicien. Et donc, il a des toutes petites mesures comme ça. Alors 4 fois 5, alors il met 5/16 multiplié par 4, 3/16 multiplié par 7. C'est bien que, moi, si vous voyez ma partition, pour moi qui ne marque en général presque rien dans les partitions, là j'ai absolument tout noté, la façon dont je bats. Oui, de façon rationnelle. Quer dizer, ele reescreveu a grande parte da partitura, onde existia 16 vezes 4, 13 vezes não sei o quê. Quer dizer, ele viu em que medida ele poderia interpretar isso de uma medida onde o músico pudesse ver o compasso se é 4, se é 3, se é 2, que é isso que vai orientar o músico. Né? Alors ce qui serait beaucoup mieux, c'est par exemple si il a par exemple le changement la battue qui ne change pas, de mettre un quintelet et de mettre un triolet. Là, tout le monde se saurait exactement que la battue ne change pas, n'est-ce pas? Mais tandis que si on écrit toujours des doubles croches, dans tous les cas, il est évident qu'on a une hésitation. Est-ce que c'est la battue qui change? Est-ce que c'est l'unité qui ne change pas? On ne sait pas du tout. Ou seja, era muito mais fácil usar quintinas e tercinas, em vez de se manter às vezes uma semicolcheia eternamente e mudando as relações meio assimétricas com relação à partitura, onde o músico se desorienta no momento da interpretação. Mais donc c'est pas une question de difficulté de conception, là, c'est une difficulté de notation. D'écriture. Ou seja, não é uma dificuldade de concepção, e sim uma mera dificuldade no papel. Né? Pas vraiment d'écriture. Non, c'est de notation. De notation. Dificuldade de notação. Né? E não concepcional, conceptiva. Et moi, c'est vrai que pas mal de compositeurs, pas tous bien sûr, mais pas mal de compositeurs n'ont aucune idée aucune idée précise de la relation, de la direction avec le musicien. Comment on dirige. Ils n'ont pas d'idée. Alors ils croient que ça va se faire comme ça tout seul. Et la partition telle qu'elle est écrite, il faudrait la réécrire. Et là, ça serait très facile. Ou seja, falta então para alguns músicos a percepção da relação do músico, como se rege a peça. E de uma maneira um pouco mais cuidadosa poderia ser reescrita e funcionar da mesma forma, ou melhor, aliás. Et on peut écrire des choses beaucoup plus difficiles si on sait justement comment on peut les faire. E a gente poderia então escrever coisas muito mais difíceis se a gente souber como são feitas essas coisas. Par exemple, j'ai fait des choses infiniment plus difficiles de relation entre les exécutants, pour moi, avec des tempos différents, etc. Mais dans Repo en particulier, ce qui n'est pas une œuvre commode à diriger, je le sais, mais je veux dire, je le fais, mais je sais très bien comment l'écrire. Et donc, à part le problème de la difficulté elle-même, qui reste bien sûr, mais il n'y a pas de problème de transmission. Je crois que ce qui est important quand on écrit une partition, c'est le mode de transmission. Ele acha que o fundamental a escrever uma partitura é o modo de transmissão. Ele nomeou novamente o Repon, onde existe um nível grande de complexidade, mas que as coisas são realizáveis. Então ele sabe como escrever essa complexidade de forma a resultar, né? E que é um problema essencialmente de transmissão entre essa ideia. Notre rapport, les rapports de transmission entre la complexité imaginée et la complexité réelle. Oui, la complexité réelle dépend toujours de la bonne transmission. Je préfère moi-même que la transmission se fasse à 90%
sur quelque chose qui est pensé, plutôt que sur quelque chose qui est mal pensé, où elle se fait à 50% ou 40%. Ele prefere uma complexidade que se faça a 90%, não falou 100, 90%, do que uma que se faça 50%. É porque... Você já estava na fila, né? Eu queria fazer uma pergunta, mudando um pouquinho de assunto, sobre os concertos. Porque a escolha dos compositores, você poderia falar rapidamente da trajetória desses compositores no século e por que esses compositores estão presentes no concerto. Sur les choix du répertoire ici pour ces concerts, à cause du parcours des compositeurs exactement, quelle est l'idée qui a dirigé les choix? Il n'y a pas d'idée vraiment, parce que vous savez, les programmes de tournée sont vraiment des programmes difficiles à faire, étant donné qu'il ne faut pas trop dépenser d'argent, qu'on ne peut pas avoir de supplémentaire, que malgré tout on est limité par la saison parce qu'on doit répéter des œuvres dans un certain temps qu'on reprend un peu plus tard. Donc il y a des tas il n'y a jamais de programme idéal. Não existe programa ideal, existe uma série de contingências. Deixa eu só traduzir essa parte que eles vão. Não entendi já. Não, mas eles vão. Que existe uma questão do grupo ter que ensaiar naquele tempo aquelas peças, existe uma questão de financeira também em jogo, às vezes determinadas obras necessitam de mais músicos suplementaires ao conjunto, isso dificulta, é muito difícil. Alors, on a tout de même essayé, dans ces 3 programmes qu'on fait ici, de représenter pas mal de choses. D'abord, la génération, disons, qui nous a longuement précédés, c'est-à-dire la génération Stravinsky, Schoenberg, Varese, etc., Weber. Et puis, il y a après des gens comme Ligeti, moi-même, et Bert Wissel. Et puis, il y a des gens plus jeunes comme Eötvös, Manoury. Donc, on a fait, disons, 3 générations à peu près, 3 périodes, sinon 3 générations, 3 périodes qui sont avec des œuvres, je crois, qui sont assez représentatives de cette évolution de la musique, enfin, suivant une direction. Eles tentaram nortear então o repertório em 3 gerações, a geração que precedeu a geração pós-weberiana, né, o Weber, o Varese, Schoenberg, Stravinsky mesmo, etc. E depois a geração dele mesmo, que contam então ele, o Ligeti e o Bert Wistel, e a geração moderna representada pelo Eötvös e pelo Manoury, que habité ici à São Paulo. Et Manoury a habité à São Paulo, absolument. Et donc on a essayé de représenter ça, mais ce n'est pas une encyclopédie. Mas não é uma enciclopédia. A pergunta que eu ia fazer antes era, a propósito do assunto que estava em curso naquela hora, era a respeito dos compositores diante das complexidades que fazem as suas obras e que acabam por criar grandes problemas aos intérpretes. Se eles soubessem mais ou tivessem uma prática maior de executarem a música, talvez pudessem adquirir uma escrita muito mais clara e facilitadora da ação musical. Então eu pergunto se diante disso não era interessante que os compositores também pudessem não só ouvir ou ler partituras do seu tempo de estudo, mas também executá-las. Como ele, por exemplo, é um intérprete da música contemporânea. Né? Então não era interessante que os compositores, nós temos aqui alguns muito jovens, que pudessem também ser intérpretes da música pela qual eles se interessam. Il demande jusqu'à quelle mesure cette problématique autour de la complexité de ce manque de transmission n'est pas venue à cause d'une distanciation de l'interprétation même du compositeur. Et dans votre cas, vous êtes un interprète aussi. Et il souhaite que les compositeurs soient interprètes de leur œuvre. Comment est-ce que vous voyez là? Oui, c'est la solution idéale, c'est évident, quand on peut soi-même résoudre les problèmes dans le quotidien, comme ça. Mais tout le monde n'est pas doué pour ça. C'est un don complètement différent. Seria a solução ideal, mas não são todos que têm o mesmo dom de poder interpretar e ter esse acesso. Né? Je veux dire, parmi les personnages illustres que nous connaissons, Stravinsky n'était pas un bon chef d'orchestre. Stravinsky, par exemple, não era um bom Je l'ai vu diriger, il avait une grande personnalité, c'est évident, mais au point de vue technique,
Ce n'est pas un bon interprète. Tout ce qu'on a lu, par exemple, sur Debussy, surtout, et même Ravel, c'est que dès qu'ils ont commencé à diriger, c'était pas bon du tout. Por exemplo, Stravinsky, então, ele tinha uma presença muito forte, mas não tinha tecnicamente, ele era imperfeito. E da mesma forma, aquilo que a gente ouve falar do Ravel e do Debussy. Oui. Donc c'est un ton qui est complètement différent. Ce que je pense surtout, c'est qu'il y ait pour les compositeurs des exécutions rapides, qui n'attendent pas 15 ans avant d'être jouées. Et c'est pour ça, par exemple, comme avec l'ensemble, je trouve que c'est très important justement que les œuvres, quand elles sont écrites, sont jouées immédiatement. De façon à ce que si le compositeur, même s'il n'a pas le don d'interprète, se rend compte des difficultés. Il peut discuter avec l'interprète qui a joué ça. Et donc, à ce moment-là, il se rend compte des choses qui sont, à moins qu'il soit, comme le chef Werner Hauck, qui sont complètement enfermés dans son monde et qu'au fond, il n'entend pas la différence. Parce que moi, ce que je reproche, c'est ça. C'est que vous faites une approximation. Sans le dire, bien sûr. Il n'entend pas la différence. Parce qu'il serait impossible d'entendre la différence. Et c'est justement, à ce moment-là, je veux dire, si on a... Moi, je n'insiste pas, je ne suis pas chirurgien, n'est-ce pas, mais je veux dire, par moment, j'ai envie d'ouvrir l'oreille et de dire, attention, si vous écrivez comme ça, mais vous n'entendez pas ce que vous écrivez. Et pour moi, c'est la chose importante. Pour moi, un des facteurs les plus importants du compositeur, et c'est là que je le juge vraiment, c'est qu'il entend ou qu'il n'entend pas ce qu'il fait. Alors qu'il entend soit rythmiquement, soit du point de vue des intervalles. Et là, il y a des compositeurs qui entendent vraiment très bien ce qu'ils font. Stockhausen, Berio, etc., ils entendent très bien ce qu'ils font. Il y a d'autres compositeurs que je n'aimerais pas, mais qui n'entendent absolument pas ce qu'ils font. Vous pouvez jouer un intervalle, un autre intervalle, égal. Et ça, je trouve ça grave. Ele acha que o problema mais grave é quando o compositor não ouve aquilo que ele compõe. No caso do Stockhausen e do Berio, ele sabe muito bem aquilo que eles estão escrevendo. Mas existem outros compositores que você muda o intervalo e a coisa continua a mesma. Então, quer dizer, o fundamental seria o compositor tivesse o domínio do que ele está escrevendo. Oui, je crois que pour parler plus généralement, je crois que le compositeur peut faire, ce qui est intéressant dans le domaine du compositeur, c'est de s'appuyer sur des choses qu'il connaît, qu'il a entendues, et il fait une extrapolation pour inventer quelque chose qui n'existe pas ou qui n'a pas entendu. Et là, le métier et disons l'expérience fait que cette extrapolation est justifiée, et est une extrapolation qui va être vérifiée, avec quelquefois des corrections. L'extrapolation peut être fausse sur un point, mais elle sera vérifiée. Tandis que si quelqu'un n'a pas l'expérience au départ, l'extrapolation sera toujours quelque chose complètement injustifié. Ele diz que existem dois níveis, um nível de domínio do arsenal do compositor e o outro no momento da extrapolação que o compositor faz para inventar alguma coisa, para especular sobre alguma coisa. E que se ele não tem o domínio naquela primeira etapa desse âmbito, a extrapolação também se perde, porque ele foge do controle perceptivo do compositor. Em relação, ele falou que ele fez o Cárcere de Invenzione, né, e outras coisas do Fernand. E ele também falou que eu quero saber se aquela escrita tão dificultosa é essencial para o resultado sonoro fenomenológico que a gente percebe quando... Porque se ele falou que é uma aproximação, mas que o compositor faz certinho, o intérprete faz aproximado, mas a gente não percebe. Quer dizer, torna válido ele escrever aquilo. Agora eu quero saber se é necessário aquela escrita para o resultado sonoro que ele propõe, fenomenológico. Não entendi exatamente a pergunta. Se o modo como ele escreveu, o set, etc e tal, se não poderia ter sido escrito de uma outra maneira, mais fácil. Não, é mais ou menos para explicar melhor. Eu quero saber se ele teria o mesmo resultado sonoro, o mesmo. Não um resultado que fosse aproximado ou uma coisa um pouco mais simples para o ouvido. Porque ele falou que se você bota o computador para realizar e bota um músico para realizar, a gente não percebe uma diferença. Então, quer dizer, torna válido o fato dele escrever aquilo, porque você não vai perceber que realmente não é 7 em 5, é 7,5 em 5.4. Quer dizer, aproximações. Mas saber se isso é capital, assim, é importante a ponto de você não abrir mão da escrita. É isso. Se é tão importante a ponto de você abrir mão
não abrir mão dela, querer escrever daquele jeito. Ele quer, ele faz questão. Ele poderia escrever mais simples, mas talvez ele firme o pé porque ele acha que o resultado sonoro... Eu quero saber que ele, como um que realizou a peça dele, se o resultado seria o mesmo com uma escrita simplificada. Eu acho que ele já respondeu. J'ai l'impression que vous avez déjà répondu. Si on peut sur la problématique de la haute complexité, jusqu'à quelle mesure un écrivain d'une façon tout à fait différente, les résultats seraient les mêmes. Du point de vue du résultat de ce qu'on obtient à travers une partition de Ferner, par exemple, si les résultats même est intéressant, il pourrait être écrit d'une autre façon. Oui, bien sûr que le résultat est intéressant. Je ne dis pas que la pensée de Werner Hauer est inutile ou absurde. Elle est simplement, elle peut être réduite. Ele não diz que o pensamento do Werner ou da complexidade é absurdo ou descabido, mas simplesmente poderia ser reduzido. Et que dans les limites d'une transcription qui est tout de même, qui s'approche, c'est pas vaguement, c'est quand on n'a pas le temps, que les musiciens ne se donnent pas la peine. Alors on fait un peu après un, après deux, n'est-ce pas, etc. C'est-à-dire quand on fait l'approximation visuelle, pratiquement. Parce qu'ils mettent un bâton et puis voilà. Mais si on fait une transcription vraiment écrite, qui s'approche, en calculant des valeurs qu'il a pensées comme ceci, alors là, personne ne peut voir la différence. Parce que ce sont des différences qui sont absolument en dessous de la perception. Et c'est pour ça qu'il faut une transcription précise, qui est calculée par ordinateur. On voit par exemple si il y a tant de millisecondes, donc on se rapproche à un tempo et on dit voilà, ça fait telle valeur. Et voilà. Quer dizer, é mais fácil então reduzir a escrita, essa complexidade, para que seja atingido aquilo que a percepção pode atingir. Né? C'est pas une transcription vague, c'est une transcription qui s'approche de la réalité au plus près. Ou seja, uma transcrição que se aproxima da realidade o mais possível. Não. Né? Et quand on s'approche au plus près, ce sont tout de même des valeurs déjà assez complexes. Mais qui sont faisables. Mais complexes parce qu'il faut y porter attention. E quando eles estão próximos da realidade, eles são complexos, mantêm a sua complexidade, mas são realizáveis. Oui, c'est ça, c'est une complexité réalisable. Uma complexidade realizada. Então não há uma diferença qualitativa dessa escrita ultra complexa e uma um pouquinho simplificada. Non, il n'y a pas de différence qualitative à ce moment-là. Non. Non, il y a au contraire. On améliore la qualité. Parce que on se concentre sur des choses qui sont possibles. Tandis qu'autrement, on essaye de se concentrer sur des choses impossibles. Et donc, on se concentre sur une espèce de chose qui n'est pas le sens même, mais qui est l'approximation du sens. On peut travailler les gestes plus... Voilà. Pode melhorar no sentido de que a coisa é mais realizável, a gente pode se concentrar naquilo que o gesto possibilita. Um trabalho sobre o gesto realizável, não aquilo que é hypothétique. Et non pas simplement un essai de transcrire ce qu'on lit. Parce que toute l'énergie dans des choses comme ça, toute l'énergie va essayer de calculer, n'est-ce pas? Et l'énergie ne va pas dans la bonne direction, qui est le geste interprétatif. A energia não vai na boa direção do gesto interpretativo porque se perde com a tentativa de interpretação, de transcodificação do que está ali. Est-ce que dans ce point, dialogue de nombre double peut être un exemple? Parce que la notation est toujours très simple, mais ce qu'on écoute c'est toujours plus complexe et même rythmiquement il y a des changements parfois. Est-ce qu'on peut faire un exemple? Oui, c'est un exemple, mais je vais vous citer par exemple dans Répond, évidemment il n'y a pas de partition pour moi, mais dans Répond il y a, comme vous savez peut-être, 6 solistes qui sont très éloignés et un orchestre au centre. Le problème pour moi, mais ça évidemment en tant que chef je connais ces problèmes, c'est que très éloignés, les gens ne peuvent pas suivre les battues rapides. Impossible, parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder, ça c'est... Peut-être je traduis para ele está dando um exemplo, por exemplo, o Silvio falou do diálogo de l'ombre double, que je viens d'analyser pour la classe ici. E aí o Boulez fala do próprio Répond, onde tem 6 solistas e um grupo instrumental grande no centro. E aí ele fala que como regente ele sabe, por exemplo, que os músicos mais distantes terão necessariamente dificuldade em seguir as marcações de tempo rápidas. Né? Donc il y a exactement 3 solutions. 3 soluções. Oui.
La première, c'est de donner des signaux qui n'ont rien à voir avec des battus, c'est-à-dire que moi je fais les battus pour les gens au centre devant moi, mais là je donne des signaux simplement. Et là, ils attendent le signal et ils partent. Primeira solução, bater os compassos para o grupo mais próximo e os mais longínquos obterem sinais. Seconde solution, des battues très lentes et régulières. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de regarder tout le temps, ils savent, plus ou moins consciemment, que les battues, c'est à ce rythme-là, et ils n'ont pas besoin de suivre. Il faut que ce soit lent et régulier. Segunda solução, marcações de compasso lento e regulares, de forma que o músico distante possa se situar sem precisar ficar olhando todo momento. La troisième solution, c'est que ce soit rapide, au contraire, qu'ils aient un tempo de départ, et que comme c'est des doubles croches très rapides, il y a un effet de stroboscopie, c'est-à-dire que les notes se suivent si rapidement qu'on ne sait pas qu'il y a une différence, on ne peut plus estimer la différence entre leur rapidité et la rapidité du centre. Plus Donc, c'est complètement illusion. C'est une illusion statistique. Oui. E a terceira solução é quando então existe na semicolcheia, por exemplo, bem rápida, e você dá uma marcação, um tempo inicial, onde você tem eventualmente diferenças onde o estatístico resulte no contexto geral da textura. On a l'impression qu'ils jouent tout à fait ensemble, alors qu'ils ne jouent pas du tout ensemble. A gente tem até a impressão de que estão tocando junto, devido à articulação, mas na realidade, se você for ver, não estão. Donc ces problèmes-là, je les ai mis dans l'écriture même, justement. Alors, vous me direz, les signaux, oui les signaux, mais c'est pas toujours, ça peut être des signaux, en effet ils jouent une chose, mais ils peuvent, je donne un signal, c'est une séquence qui joue complètement. Donc il y a aussi la possibilité de superposer des tempos différents, parce que chacun, très éloigné, peut être complètement enfermé dans son tempo. E isso ele colocou isso na partitura, e os sinais permitem então que haja uma diferenciação do contexto. Bom, por exemplo, essa última parte eu perdi um pelo... Non, il y a des séquences, et ils jouent des séquences indépendantes. Eles executam sequências independentes. Et donc chacun a son tempo personnel. E cada a seu tempo pessoal. Et comme ils sont très éloignés les uns des autres, E como eles estão bem distantes uns dos outros, c'est pas difficile pour eux d'être indépendants. Não é muito difícil de estarem independentes uns dos outros. La deuxième chose, si on a des battues très lentes, on n'est pas obligé d'avoir un tempo, un nombre d'événements rares. Au contraire, quelquefois sur la battue très lente, il y a une impression de vitesse qui est donnée par un nombre de notes très grand à l'intérieur de cette battue. Et tout le monde se retrouve simplement sur la battue, si bien qu'on peut avoir une impression de temps extrêmement dense, extrêmement rempli, avec une battue qui est très lente. A segunda solução é usar a marcação do tempo de uma maneira lenta, mas onde haja uma densificação desse espaço, com um número enorme de notas, onde a impressão é de uma textura rápida, mas na realidade a sincronia é feita de uma maneira lenta. Et par exemple aussi, dans une autre œuvre, dans Éclat multiple, je peux battre, n'est-ce pas, un tempo comme ça, tout le monde est très ensemble, là il n'y a pas de choses, et progressivement j'arrête. Tout le monde commence à se décaler. Et au fur et à mesure, quand je rebats une pulsation, et tout le monde se met ensemble. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est très facile, c'est des gestes qui sont très très faciles, mais qui sont, que, si on voulait les écrire, impossible. Impossible. Por exemplo, ele dá o exemplo no Éclat multiple, onde ele começa a tocar, o grupo parte, num determinado momento ele para, o grupo segue tocando e começa a ver então diferenças, porque perde o repère ali. Surtout si on a des choses très difficiles, parce qu'ils sont tellement attention à eux-mêmes que... Sobretudo quando eles estão com coisas muito difíceis, onde eles estão mais atentos a eles mesmos do que ao regente. Então, quando ele para, a coisa tende a ter uma decalagem estroboscópica, digamos. E que depois, quando ele retoma o gesto, eles todos vão se reencontrar. E que isso é uma coisa extremamente simples de se fazer, mas de uma extrema complexidade se a gente quisesse escrever. C'est-à-dire que quand on écrit, il faut tenir compte, si on le connaît, il faut tenir compte de la psychologie aussi. Ou seja, quando a gente escreve, é preciso se dar conta da psicologia do... Oui, et on peut faire énormément de choses avec des moyens très simples. Par exemple, dans Rituel, où les groupes sont séparés comme ça, il y a, pour chaque groupe, il y a un percussionniste qui donne le tempo. Et c'est un tempo très régulier que je donne à tout le monde d'abord, c'est pas comme ça.
Mais ces choses régulières sont constamment interrompues par des groupes irréguliers. Et alors, on entend au fur et à mesure que les groupes avancent, toute cette pulsation, mais qui sont complètement décalées les unes par rapport aux autres. Alors ça donne une impression, on sent qu'il y a la régularité dans chaque groupe, et on sent la totale irrégularité entre les groupes. No rituel, onde existem grupos separados, percussionista acompanha cada grupo dando pulsações regulares, mas existe aí grupos irregulares entre esses grupos, de forma que você tem irregularidades individuais, localizadas e uma grande complexidade através da inter-relação desses grupos distintos. Et ce qui m'a amené dans l'interprétation, justement, vous pouvez avoir des choses très complexes si vous agencez des choses très simples d'une façon désorganisée, déstructurée. Ou seja, você pode atingir coisas muito complexas com coisas simples, na medida que você manipula essas coisas de uma maneira desestruturada. C'est ça, et que les gens soient forcés d'être déstructurés. E que as pessoas se sintam forçadas a estruturar. Et là, à ce moment-là, vous avez tout ce que vous voulez. E aí vocês têm toda a complexidade que vocês querem. Et c'est beaucoup plus complexe que les 7 pour 5 ou les 3. E é muito mais complexo de 7 por 5, 5 por 4, 4 por 3. Oui, en parlant de cette question de la notation, et toujours c'est la question de la notation rythmique. Parfois, quand on suit la partition de Yamanaka Cadenza à Oui. 7 Aikai, Oui, oui. c'est impossible. Oui. Si on n'a pas un beat, on se perd tellement, on ne peut Absolument. pas Oui. se rapprocher Oui. des gestes. Mais à Ça, ce moment-là, comment on le fait, la battue est complètement artificielle. C'est simplement un moyen d'être ensemble. Et du reste, si vous avez écouté Chronochromie, toujours le passage avec toutes les cordes, mais moi je fais toujours un grand signe pour les chiffres de la partition, parce que les gens peuvent se perdre complètement. Et donc c'est un moyen mécanique, si bien que chaque fois qu'il y a un chiffre de la partition, je fais un grand geste comme ça, attention, le chiffre. Parce que la battue ne signifie rien à ce moment-là. Absolument rien. Ele está dando exemplo, por exemplo, o Silvio falou dos sete Aikais, e ele falou então do cronocromia, onde existe uma complexidade tão grande, de tal tamanho, onde o compasso não significa nada ali. Então existem cifras grandes onde, atenção, olha aí a chifra, ele citou o grupo. Et les musiciens sont rassurés. Parce qu'ils sentent, ah oui, c'est moi, oui, je suis bien d'accord. Enfin, Eles se sentem mais seguros então a partir desses. il faut avant tout, dans ce genre de choses, donner la sécurité. É preciso que se passe uma segurança para os músicos acima de tudo. Mais au contraire, par exemple dans éclat, le petit éclat, là je leur donne l'insécurité. Mas, por exemplo, no éclat, não no éclat múltiplo, seulement Éclat. no éclat, ele proporciona uma insegurança aos músicos. Voilà, parce que ils savent par exemple qu'ils sont sur un signal, mais ils ne savent pas quand. C'est-à-dire par exemple il y a 4 instruments qui jouent, disons piano, harpe, vibraphone et cymbalo, disons. Por exemplo, 5, 4 instrumentos que tocam. Mais ils ont par exemple une petite flèche avec pas de chiffre dedans. Eles têm pequenas flechas sem cifras. Alors ils savent par exemple que, que je vais donner l'entrée dans n'importe quel ordre. Alors pour une répétition, je fais par exemple piano, harpe, vibraphone, cymbalo. Mais la prochaine fois, je ferai cymbalo, harpe, etc. C'est-à-dire que ils attendent, c'est comme une touche du piano. Alors j'ai la touche là, je peux faire ça ou je peux faire ça. Et vous avez là une tension. Alors là, c'est la véritable tension, parce qu'ils attendent, mais ils ne savent pas quand. Ils savent très bien, alors je fais ça, whoop, ça réagit. Il y a quelque chose une espèce de décharge électrique. E aí no éclat, então vocês têm essas flechas e as cifras, só que não está dita a ordem que vai ser feita. Então ele pode dizer, numa prova, numa repetição, num ensaio, ele faz harpa, cimbalom, papapá. No outro ele faz o contrário. Então aí vocês têm realmente uma tensão criada, onde o intérprete está de frente do regente esperando e existe uma espécie de choque électrique. Alors vous voyez, c'est tout ce rapport entre la coordination, qui est le chef à ce moment-là, tout ce rapport entre la coordination et les musiciens est une chose sur laquelle on peut beaucoup travailler.
et qui est intéressante à cause de ça, justement. Parce que c'est vraiment une coordination qui est variable. C'est pas toujours la coordination avec le maître, avec la métrique, avec tout ça. C'est une coordination de gestes, précisément, où le geste est délié complètement de la métrique. Então, e nesse caso, vocês têm uma coordenação variável, onde é desligada da métrica propriamente dita, e sim proveniente dessa dinâmica, né, desse processo. Eu teria mais uma pergunta. Qual a postura dele como regente quando você vai executar um repertório de música contemporânea em orquestras ou conjuntos que não estão acostumados a esse tipo de repertório, onde muitas vezes você nunca fez esse tipo de repertório? Como ele trata os músicos do conjunto para conseguir o melhor resultado possível? Quelle serait votre stratégie avec des groupes qui n'ont pas l'habitude de faire la musique contemporaine et qui se mettent devant Il faut leur expliquer, c'est tout. Ça prend un peu plus de temps, c'est tout. É preciso que explique, e isso vai economizar bastante tempo. Mais il faut des musiciens bons et qui aient la maîtrise de leur instrument, naturellement. Que precisa necessariamente de músicos que dominem seus instrumentos, e que soient disponibles aux idées. Oui, mais ça, vous savez, bien sûr que surtout quand on a un grand groupe de musiciens, on n'est pas obligé d'avoir tous les musiciens qui sont absolument dévoués à ce que vous leur faites faire, ça c'est certain. Mais s'il y a, disons, une assurance du point de vue technique, du point de vue contrôle de ce que vous faites, là les musiciens ne disent rien. Ils disent oui, il connaît ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il entend ce qu'il veut entendre, et donc les musiciens, sur un plan professionnel, vous suivent à ce moment-là. Même si, du point de vue sentimental, c'est pas exactement la connexion. Voilà. O fundamental é que tenha esse apuramento técnico, onde o músico saiba o que ele está fazendo e que haja então essa comunicação, né? Mesmo que não haja aí muita sintonia exatamente, né? Mais je voulais dire une dernière chose. Il ne faut pas croire non plus que j'écris, enfin personnellement, des choses simplement pour être dirigé d'une certaine façon ou d'une autre. Quelquefois les idées viennent et dans une partition, je veux faire ça, je veux faire ça. Et quelquefois, je trouve moi-même la méthode pour le diriger après coup. Parce que j'écris une chose, et puis je me dis, tiens, comment je vais diriger ça? Je trouve au fur et à mesure d'une répétition, oui, je vais diriger ça de toute façon. C'est pas seulement j'obéis à ce que je connais, mais quelquefois, ça m'entraîne vers des choses que je n'ai pas fait encore, et on trouve une solution. Ok. Não é sempre também que ele, ao escrever, já sabe como ele vai reger aquela coisa. Às vezes existe uma elaboração que tem como uma etapa posterior uma interpretação e fala, como é que eu vou reger isso agora? E aí se encontrar soluções posteriores à concepção mesmo da obra. Oui, l'œuvre que j'écris en ce moment, par exemple, il y a vraiment des choses comme ça très compliquées de gestes, et quelquefois, je pense que je les dirigerai, mais quelquefois je laisserai les instrumentistes donner eux-mêmes la connexion, parce que c'est plus rapide. Tout simplement, s'ils se font un geste comme ça, ils vont partir, ils n'ont pas besoin de moi. Mais moi, par exemple, je les interromprai à un moment donné, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va y avoir des réactions individuelles en même temps que collectives. E ele joga então com essa possibilidade também da reação individual do músico e do coletivo, da interferência do regente e da possibilidade dele, músico, gerar gestos que possam coordenar também o conjunto. Não, Petetre tem uma questão ainda? Eu gostaria de fazer duas perguntas, se for possível. Ele falou mais de uma vez hoje sobre uma separação entre uma parte mais automatizada da composição e uma outra parte mais gestual em que ele escolhe e vai trabalhar em cima dessa parte automatizada da composição, né? Eu queria saber que tipo de critério ele usa na hora de trabalhar essa parte não automatizada da composição, como ele pensa em organizar essa parte não automatizada da composição. E a segunda pergunta é se a visão dele quanto à necessidade do gesto físico na música não é simplesmente uma decorrência do fato dele ser um regente, uma pessoa que está habituada a sempre traduzir a música em gestos físicos. Deux questions. Vous avez déjà parlé sur le rapport entre l'automation et la décision
postérieure. Quels sont les critères qui régent cette décision non automatisée? Là, parce que ça c'est relativement simple, c'est-à-dire que ça fait partie de la composition, et la composition, par exemple, a une courbe, disons dramatique ou une courbe expressive, qui fait qu'à ce moment-là, je veux amplifier le geste, par exemple, de l'instrumentiste ou des instrumentistes, et donc, à ce moment-là, je fais apparaître quelque chose qui va rehausser le geste, n'est-ce pas? Et donc, c'est une nécessité expressive, gestuelle, qui augmente ça. Alors, ça dépend. Naturellement, par exemple, dans Répond, il y a différentes façons de faire, naturellement. Mais dans Répond, tout à fait au début, il y a par exemple des séquences rythmiques qui sont jouées par les solistes, et ces séquences rythmiques sont démultipliées, comme dans un jeu de miroir, par la séquence rythmique qui est faite par l'ordinateur. C'est-à-dire que chaque note va être démultipliée à toute vitesse, n'est-ce pas? C'est bien que c'est comme si vous avez, je compare, évidemment c'est toujours des comparaisons, si vous avez une bougie et vous avez 40 miroirs, et tout d'un coup vous allez voir 100, 200 ou 300 bougies parce que les miroirs vont se refléter eux-mêmes, n'est-ce pas? Et vous avez alors quelque chose qui va vite mais qui est le produit de l'instrumentiste, et quelque chose qui va prolonger très rapidement exactement la même séquence rythmique, seulement tellement rapide et tellement en succession rapide que vous ne l'apercevez plus comme telle, mais vous l'apercevez statistiquement, sauf à la toute fin, si vous avez une note très forte par exemple, où vous entendez la véritable séquence rythmique. Donc c'est vraiment la même origine de pensée. Ele diz que o que norteia essas operações são no sentido de realçar a expressividade gestual daqueles que vêm daquele procedimento automático, por exemplo. Então ele deu o exemplo do Répond, onde diz que existem várias maneiras de se fazer isso, mas que no Répond, por exemplo, e fez uma comparação de um objeto circundado por múltiplos espelhos, onde você tem, logicamente, uma multiplicação disso, e que acontece no Répond a partir de estruturas rítmicas, onde você tem determinadas células que são multiplicadas por procedimentos calculados por computador, e que você tem sempre no sentido de um realce, presque um realce presque fonctionnel do ponto de vista da gestualité, quase que funcional com relação à gestualidade daquilo que está previsto já no processo de automação. Então, na realidade, ele só potencializa um gesto que já está potencialmente presente na estrutura automatizada. Une potentialisation du geste qui est déjà présent dans le processus même de l'automatisation. Là, dans Répond, il y a une chose, par exemple, il y a des accords qui sont soutenus par les cuivres et les bois et les cordes en dessous des solistes, et quand le soliste joue plus fort, il y a un accord électronique avec un spectre, etc., qui enrichit l'accord de base et qui se présente et qui englobe comme ça le soliste. Et quand le soliste joue moins fort, la chose disparaît. Mais ça peut être le contraire. Ça peut être par exemple, si on inverse les seuils, ça peut être très bien à un moment donné que quand l'instrumentiste joue faible, au contraire, cet accord vient devant, et quand l'instrumentiste joue fort, l'accord disparaît. Voilà. Mais c'est toujours en relation avec quelque chose qui est dans l'instrument, seulement qu'il renforce. Bom, vocês deram para entender nessa relação, inclusive, da dinâmica, como é que isso acontece, que ele explicou aqui, sempre no sentido de uma potencialização daquilo que está. Né? Ele deu o exemplo da dinâmica, que às vezes transparece uma coisa, que às vezes o músico tocando mais forte, a outra vai para trás, etc. Et les deux choses sont liées par un geste vraiment structurel, je veux dire. E as duas coisas são ligadas pelo gesto estrutural. Né? A segunda, peut-être la dernière question alors, pour nous vont un thé, un café après, et c'est vous laisse un rendez-vous aussi. Fala. Se a visão que ele tem da necessidade do gesto físico para codificar a música não é só uma decorrência do fato dele ser um regente, quer dizer, uma pessoa acostumada a estar sempre decodificando música em gestos físicos. La distinction, c'est si ce besoin de gestualité visuelle n'est pas provenant du fait que vous êtes aussi un interprète, proprement dit. Non, je ne pense Chef pas. d'orchestre.
Oui, oui. Mais enfin, interprète. Non, je pense que la musique, c'est pas moi qui le dis, du reste c'est Stravinsky qui le dit. À un moment donné, il dit la musique est faite pour être vue autant qu'entendue. Não é nem ele que falou, foi o Stravinsky que falou que a música não é feita só para ouvir, é para ser vista também. Mais je crois qu'il y a quelque chose dans la coïncidence du geste de l'interprète avec ce qu'il fait, avec ce qu'on entend, qui est vraiment une chose très importante. C'est pas toujours très important. Par exemple, si vous entendez un disque d'une personne faite par un interprète que vous achetez d'orchestre que vous n'avez jamais vu même, donc vous ne pouvez pas imaginer ces gestes. Il les a faits, ils sont transmis par la musique. Il est certain que ce qui est important, c'est le geste qui est transmis à l'oreille, et pas seulement le geste qui est transmis. On connaît beaucoup des interprètes, quelquefois, qui font des gestes tout à fait inutiles, et donc qui n'aident pas, au contraire. Le geste est là simplement pour disons, médiatiser ce qu'on entend, tout simplement. Mais ce qu'on entend est évidemment de la plus grande validité. Ele diz que é necessário que se preste atenção que não é só o gesto pela visualidade, existem muitos gestos inúteis também. É aquele gesto ligado com aquela relação auditiva que você se dá do ponto de vista da percepção. Quer dizer, não é simplesmente o gesto visual por ele, é a relação entre a visualidade e a produção visual do som. Et quand je dis, quand je parle de geste, ce n'est pas forcément visuel. Je dis par exemple, une musique est enregistrée, soit tape music, enfin n'importe quoi. Vous reconstituez vous-même un geste, mais vous le reconstituez individuellement. Et c'est pour ça, comme j'ai dit au début, à ce moment-là, quand une musique passe par haut-parleur, il faut établir un environnement où la connexion individuelle soit favorisée. Okay. Ele diz que é necessário que quando o gesto, ele não diz só o gesto visual propriamente dito, que existe o gesto no tape music, na música para fita, mas que no momento que sai isso do alto-falante é preciso que haja então condição para que isso que haja uma individualização, como ele falou no começo, né? Dessa que é uma situação individual, de uma interpretação individual do gesto e que então deve se procurar meio para que haja esse tipo de propiciar esse tipo de degustamento individual desse gesto que está lá, mas que não é visto. Né? Como ele faz uma música, um trabalho voltado à alta complexidade, pergunto que interesse ele teve uma vez no Frank Zappa, se não me engano o nome, que ele até regeu, se é que isso aconteceu mesmo. E, por outro lado, se ele ainda vê um papel na música popular, na música feita em alto nível, assim, computadores, alta complexidade, se ainda vê um papel da música popular, da música folclórica, como houve, como a gente sente em Mozart, Bach, Schubert. Étant donné que votre parcours est lié à l'élaboration de la complexité, etc., comment est-ce qu'il est arrivé à vous de diriger Frank Zappa? Dans quel rapport vous avez choisi cette approche avec Frank Zappa et dans quelle mesure vous donnez attention aux musiques populaires en général qui font l'usage de la technologie? S'il y a un rôle de la musique populaire comme chez Mozart ou Bach? C'est-à-dire que du temps de Bach ou Mozart ou Beethoven, enfin, jusqu'à ce temps-là à peu près, la musique populaire avait le même vocabulaire que la musique plus élaborée. Até Beethoven, a música popular tinha o mesmo vocabulário que a música elaborada. Généralement, disons. De modo après, déjà, avec le dernier Beethoven, ça n'a plus rien à voir, pratiquement. Com o último Beethoven já existe essa cisão. Donc, à ce moment-là, je pense que le problème n'est pas le même. Alors, ma relation avec Frank Zappa était une relation personnelle, parce que je trouvais que dans ce milieu de pop music, il était complètement différent, justement. A relação dele com o Frank Zappa era totalmente pessoal, porque ele achou que no meio popular o Frank Zappa era totalmente diferente. Il avait un désir d'expérimenter. Ele tinha desejo de experimentação. Absolument. Et donc il apportait une certaine ingénuité, je dirais, pas naïveté, mais ingénuité dans un domaine où il était très peu familier finalement. Et c'était pas du tout le Zappa comme on imagine, uniquement sarcastique, etc. Non, au contraire, il était plutôt timide dans cette approche. E ele queria experimentar, né? E se mostrou muito mais, às vezes pode até ser sarcástica a música de Frank Zappa que ele escreveu para o EVG, mas na realidade é muito mais tímida, porque ele não tinha muita familiaridade com aquilo que ele estava se propondo.
Et en ce qui concerne la musique populaire en général, je parle musique pop, rock, etc. Il y a certaines choses que j'aime et certaines choses que j'aime pas du tout. Du point de vue général, je parle pas même des individus. La chose que j'aime, c'est cette espèce de spontanéité et d'absence d'histoire. Histoire avec un grand H. Uma das coisas que ele gosta, tem coisas que gosta, tem coisas que ele não gosta na música popular em geral, do rock, etc. Uma das coisas que atrai ele é a espontaneidade e a ausência dessa relação necessária com a história com H maiúsculo. Mais la chose que je n'aime pas, et alors qu'ils sont pour ça très historiques pour moi, c'est qu'ils œuvrent toujours, enfin ils agissent toujours suivant des modèles qui changent avec les modes. C'est-à-dire qu'ils font du Vivaldi. C'est tout à fait le même concerto qui revient 300 fois. Tu vois. Et là c'est la même chose, on a un chablon, ce qu'on appelle un modèle rythmique ou un modèle comme ça. Bon, alors on reproduit ce modèle pendant peut-être 1 an ou 2 ans, suivant la mode. Et puis on change de modèle, mais c'est toujours... si vous voyez par exemple un channel comme MTV, après 20 minutes c'est insupportable, parce que c'est vraiment la même marche d'escalier toujours. Et ça je n'aime pas du tout. E outra coisa que ele desaprova totalmente é essa necessária segmento de modelos que a música popular tem. Né? Então, 1 ano, 2 anos, mudou, muda, vai atrás, etc. E que se vocês ouvirem o MTV depois de 20 minutos, vocês ficam totalmente saturados. Parce que dans un siècle quand même où on a vu le sacre du printemps, je trouve que rester toujours sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est vraiment très, très court. Num século onde a gente teve o sagração da primavera, ficar no 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 é realmente muito pouco. Même avec des syncopes. Mesmo com as síncopas. Como dizer Adorno do jazz. Je propose qu'on boit du thé, du café, et après je vais rapporter à l'hôtel. D'accord. Si vous laisse, ok? Okay. Bon, par volonté et par hasard. Moi je prends de l'eau. Voilà, merci. You're very welcome. J'ai une question. Ah oui, c'est une question.